Rebonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en direct pour les journées européennes et digitales de la mobilité avec un plateau où on va dire en 3/4 d'heure de débat pour parler de la sinistralité après le Covid. Et on va parler de plan de reprise d'activité, de prévention automobile. C'est un sujet vraiment très important et qui est dans l'air du temps. Vous avez bien sûr la possibilité, vous le savez, de poser vos questions via le chat. On y répondra dans les 10 dernières minutes. Avec en plateau, à mes côtés, on a Raphaël Kerdraan. Vous êtes le directeur flotte, auto et nouvelle mobilité chez Verlingue. Bonjour et bienvenue. Et à vos côtés, Patrick Lacroix, vous êtes risk manager IDEX et responsable de la commission auto de l'AMRAE. Alors, l'AMRAE, en 2 mots, c'est quoi? Alors l'AMRAE, c'est l'association des risk managers, des responsables d'assurance en entreprise. L'idée, c'est la diffusion du risk management, d'apporter des solutions aux membres de l'AMRAE pour leur entreprise, pour gérer les risques. C'est une association très dynamique. Et donc, je suis très content de représenter l'AMRAE, dont je suis président de la commission automobile. Raphaël Kerdraon, Verlingue. Verlingue, 6e courtier français, spécialisé dans le risque d'entreprise, autant en responsabilité civile, dommages qu'en assurance de personnes. Alors je le disais, c'est une thématique très importante, la sinistralité. Alors forcément, moins de circulation avec le Covid, elle a baissé, mais on a quand même vu des comportements sur la route qui étaient quand même extrêmes, avec des augmentations de vitesse, des personnes qui roulaient vraiment très vite. Je crois que c'est plus 16% de très grands excès de vitesse qui ont été enregistrés pendant cette période, et d'ailleurs qui continuent. Qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce que effectivement ça a baissé? Est-ce qu'il y a encore de la sinistralité? Comment ça s'est passé pour vous pendant cette période? Alors concrètement, beaucoup d'entreprises qui étaient soit en arrêt partiel de leur activité, et pour celles qui circulaient, finalement il y avait un trafic qui était nettement moins dense que d'habitude, donc effectivement un impact sur la sinistralité énorme. On estime que pendant la période du confinement, c'est 75% de kilomètres parcourus en moins sur cette période. Combien, redites? 75% de kilomètres parcourus en moins. Et ça se ressent directement sur la sinistralité, où on a constaté une baisse entre 70 à 85% suivant les secteurs d'activité, certains étant même à l'arrêt, comme je le disais. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est une évolution contrastée, avec une baisse beaucoup plus marquée sur les matériels que sur les sinistres corporels. Et donc, quand je vous donne ces chiffres, c'est au global, mais sur les corporels, on est sur une baisse de 50% du nombre de corporels. C'est les chiffres de l'ONSIR. Quand vous dites corporels, sont les accidents avec blessés ou, voilà, ou malheureusement tués. Ouais. Et donc, effectivement, on est sur 13 200 sinistres sur mars, avril et mai 2019 et 50% de moins sur la même période en 2020. On ressent en nombre de blessés, c'est 52% de baisse. Et en revanche, malheureusement, ça ne s'est pas traduit de la même manière sur les tués, puisqu'on est simplement sur une baisse de 37%. Oui, donc c'était une période particulière pour toutes les flottes automobiles, cette période du Covid. Vous avez constaté, vous allez dans le sens de Raphaël Kerdraon sur le constat? Tout à fait. Nous, dans notre groupe chez IDEX, on a constaté une baisse de la sinistralité dans son ensemble de près de 80% pendant le confinement. Si on prend que les sinistres responsables, les accidents responsables, la baisse a été encore plus forte, à 90%. Ce qu'on constate aussi... C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et pendant 2 mois. Ce qu'on constate aussi, c'est que on a d'autres types d'accidents pendant le confinement. Et d'ailleurs, ça corrobore ce que disait la sécurité routière, qui disait que pendant le confinement, il y a eu beaucoup moins d'accidents avec des tiers. On a eu plus de pertes de contrôle de véhicules ou des accidents sans tiers. Et nous, ce qu'on a constaté sur le très peu d'accidents qu'on a eu pendant le confinement, c'était des pertes de contrôle ou des manœuvres sans tiers. Vous craignez que ce type de comportement perdure et qu'il y ait finalement cette espèce de relâchement qu'il y a pu y avoir, finalement continue, on a pris l'habitude finalement d'aller plus vite, etc. Est-ce que ça, vous le ressentez? Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir, mais est-ce que ça, c'est un risque qui peut y avoir? Là, la sortie du confinement est encore assez récente pour qu'on puisse sortir des chiffres. Ce qu'on constate effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu une augmentation significative des changements de comportement. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une accélération d'une mutation finalement dans les comportements par rapport à l'usage des véhicules.
Aujourd'hui, les transports en commun sont moins fréquentés. Il y a une crainte de fréquenter à nouveau les métros, les bus, un usage du coup des véhicules personnels plus important, des engins de déplacement personnel aussi, les fameux EDP plus significatifs, des vélos, trottinettes. Et tout ça, finalement, dans un mix où les gens n'ont pas roulé depuis quand même assez longtemps. Quand ils reprennent un véhicule, peut-être qu'avant, ce n'était pas forcément des conducteurs dans des grands centres urbains au quotidien. Et forcément pas en bon état aussi, parce que les pneus, par exemple, n'ont pas été regonflés, etc. Les véhicules aussi, l'état des véhicules. Il peut y avoir effectivement plus ce genre de facteurs qui s'ajoutent, plus de cyclistes, plus de trottinettes dans un environnement où on a une perte de repères. Donc effectivement, est-ce que ça va comporter un dérapage dans la durée? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain non plus que les forces de l'ordre aient toujours autant de tolérance, mais là, elles sont prises sur d'autres sujets. Peut-être qu'à un moment, ils reviendront aussi sur la circulation routière. Mais très clairement, on a, et en plus on est sur une période printemps-été qui favorise aussi l'usage des EDP. Donc peut-être que tout ça se rajoute et puis qu'à la rentrée, on sera sur un mode, je dirais, plus classique. C'est ce qu'on espère en tout cas du point de vue de la sinistralité. Vous partagez cet avis ? Oui, alors après, on a une période de déconfinement qui montre que la sinistralité est un peu repartie à la hausse, mais on ne retrouve pas le niveau de sinistralité qu'on avait avant le confinement. Il faut aussi attendre, je partage ce qu'a dit Raphaël, c'est-à-dire qu'aussi il faut attendre peut-être plusieurs périodes pour voir les résultats définitifs, puisqu'il peut y avoir des retards dans les déclarations de sinistres, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le déconfinement a fait que les premières semaines du déconfinement, c'était nécessaire de faire passer des messages de prévention en interne pour anticiper les retours à une hausse de la sinistralité. Et les retours à la normale, c'est-à-dire de se retrouver de nouveau avec d'autres véhicules, des cyclistes, des scooters. On avait perdu cette habitude finalement. Tout à fait. Oui. Oui, donc peut-être qu'on le dira après pour la prévention, mais je pense qu'il faut être encore plus vigilant dans la période de déconfinement qu'on vit envers des tiers qui partagent la route et qui ne sont pas forcément des véhicules, c'est-à-dire des deux roues, des trottinettes ou des piétons qui sont peut-être plus nombreux que ce qu'on connaissait avant le confinement. Alors, Raphaël Cadramon, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que ça a quand même fait aussi la une de l'actualité pendant le confinement, les baisses de cotisations pour les assurances. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vos clients, même dans les flottes, viennent vous dire, bon, on ne va pas trop rouler, est-ce que vous faites un geste? Comment ça se passe pour vous, cette gestion-là financière? Alors effectivement, on a eu des demandes. On a eu des demandes même dès la première semaine de confinement. Donc il y avait une phase un petit peu attentiste de voir déjà combien de temps allait durer le confinement, quel était l'impact sur la sinistralité. Je pense que ça a été évoqué dans de nombreux médias et c'est évident qu'il y a eu une baisse significative. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en chiffres. Les assureurs n'ont pas forcément eu tous les mêmes actions. On a eu quelques assureurs mutualistes, mais qui sont plutôt sur des risques de particuliers, donc qui ne sont pas non plus avec les mêmes sinistralités que ceux d'entreprises, qui ont fait des gestes. On pense Maïf, Matmut, qui restent à hauteur de 30 € par véhicule et aussi par personne. Donc c'est pas non plus, ça reflète la baisse de la sinistralité. C'est pas non plus des enjeux très importants. Pour les entreprises, ça l'est parce qu'on traverse comme une période qui est difficile, avec des enjeux de cash. Et c'est aussi l'objet des négociations que l'on mène avec les assureurs, mais qui prennent en considération, du coup, évidemment, l'impact de cette sinistralité sur la période, mais aussi l'historique qu'ils ont avec ce client. Si le client a été très sinistré depuis longtemps et a un coût significatif pour l'assureur, c'est plus difficile que pour ceux qui ont une fidélité avec cet assureur, qui ont de bons résultats. Et ce qu'on fait, en fait, c'est pour ces clients, on leur demande comment ils ont été impactés vraiment dans leur activité, parce que certains ont eu des filiales totalement immobilisées au niveau de leur parc, d'autres même totalement à l'arrêt. Et puis, on regarde par rapport à leur sinistralité, et on va dans ces demandes, effectivement, de gestes commerciaux, puisque le contrat ne prévoit pas de remboursement, mais vraiment de tenir un geste commercial avec... Vous
discute et en fonction de l'historique de l'entreprise, ça peut ou pas se faire. Oui, tout à fait. Voilà, et on c'est est ça. vraiment là, exactement dans ce process-là actuellement. Patrick Lacroix, ce qui est important aussi, c'est alors il y a le trajet domicile-travail aussi qui représente, je crois, c'est la moitié des accidents du travail sont malheureusement au volant d'une voiture ou d'un deux roues. Est-ce que le confinement a changé quelque chose? On était beaucoup en télétravail. Est-ce que vous craignez que ça aussi, que les mentalités aient changé par rapport à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits dans les entreprises pour de la prévention. Est-ce que vous craignez qu'on mette un peu, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, la pédale douce sur ce point-là? Alors, tout dépend en fait du type d'entreprise et de la flotte des types d'entreprises. Là, moi, je parlerai plutôt en mon nom au niveau de l'entreprise IDEX, mais on a quand même une très très forte majorité écrasante de personnes qui ont des véhicules attitrés. Là, quand on parle de télétravail, c'est plutôt le personnel administratif. Donc ça touche évidemment qu'une faible partie des salariés. Peut-être sur Paris ou les grandes métropoles, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent aller au travail avec un vélo, un deux roues ou une trottinette. Je pense que là, le devoir de l'entreprise, c'est de communiquer pour sensibiliser les personnes au danger d'utilisation de ces engins, parce que le risque corporel peut être assez important. Donc ça, il y a toujours la prévention, la sinistralité. Pour combattre la sinistralité, il faut de la prévention, et la prévention, ça passe par la communication. Ma question, autrement dit, c'est de dire, les priorités sont très économiques, parce que les entreprises beaucoup vont mettre malheureusement la clé sous la porte. Elles ont peut-être d'autres priorités que de se dire, alors que c'est quelque chose de très important, est-ce que vous craignez qu'au fond, cette partie prévention qui avait été faite et entamée soit un peu laissée de côté finalement? Alors souvent, quand même, les entreprises qui sont engagées dans un plan de prévention ont pu en voir les effets. Donc déjà, les économies, elles ne sont pas qu'au niveau de la sinistralité, c'est aussi sur la consommation de carburant, sur l'entretien des véhicules. Donc on a l'éco-conduite finalement. Oui, l'éco-conduite et puis l'action sur le TCO et le coût global finalement de la flotte, l'assurance ne représente que 10% de ce coût. Et donc déjà, dans cette logique-là, souvent ça a quand même porté ses fruits, il y a quand même des économies globales qui ont été générées. C'est aussi des entreprises du coup où il y a une culture du risque qui s'instaure. Alors effectivement, il faut rester vigilant parce qu'il y a des arbitrages qui doivent être menés sur les différents budgets. Si c'est bien négocié, il peut y avoir aussi des participations des assureurs sur les plans de prévention. Donc ça allège aussi en partie le coût qu'on peut évoquer là. Vous allez voir les entreprises, vous incitez à faire de la prévention par exemple, et vous leur dites, vous faites de la pédagogie auprès des salariés, vous y êtes impliqué ou comment ça fonctionne? Alors tout part déjà du monitoring, savoir finalement comment on est capable de positionner la flotte, quel est son risque intrinsèque. Déjà, ce qu'on découvre en termes d'organisation, la culture du risque, et puis effectivement, à un moment, le positionner par des activités, des entreprises dont les activités sont similaires, pour voir quelle est la marge de progression qu'on peut avoir. Et effectivement, le plan de prévention va s'instaurer à partir de là sur les entités sur lesquelles on peut gagner rapidement le plus en termes de sinistralité, sur les conducteurs, et puis maintenant, on a aussi de nombreuses technologies qui peuvent nous aider, la thématique embarquée, beaucoup plus facile d'usage qu'auparavant et beaucoup plus pertinente. Donc, je rajouterais par rapport à votre question, c'est que tout dépend de la culture des risques et de la sécurité des entreprises. Il y a des entreprises qui ne font rien en termes de prévention, et puis il y a des entreprises qui investissent en prévention depuis plusieurs années. Nous, par exemple, c'est le cas, on investit beaucoup en prévention depuis plusieurs années sur l'automobile et sur les risques en général. Il ne faut pas se tromper aussi, c'est que, par exemple, chez IDEX, l'objectif numéro 1, la priorité numéro 1 de notre direction, c'est la sécurité. Et qu'il y ait crise sanitaire ou pas, ça ne changera pas. Donc on poursuivra les investissements en sécurité. Là, est-ce que on va orienter, peut-être une question naïve, mais est-ce qu'on va orienter d'une façon différente la sécurité routière au sein des entreprises après ce qui s'est passé, le Covid, ou on va rester sur les fondamentaux qui existaient, parce que la vitesse a augmenté, la grande vitesse. Est-ce que par exemple ça va être un axe en disant bon, on va faire de la prévention sur ce thème-là ou pas?
Il y a déjà un premier thème qui se rajoute, c'est déjà pour les véhicules. Alors, soit il y a des véhicules attitrés, véhicules de fonction, véhicules pour les techniciens, puis après vous avez aussi des véhicules qui sont des véhicules de service, des véhicules de pool qui sont partagés. Donc déjà là, il y a une première prévention immédiate par rapport au Covid, c'est effectivement toutes les précautions d'usage lorsqu'on passe d'un conducteur à l'autre. Donc ça, c'est une première modification. Et puis après, sinon, les fondamentaux sont pas forcément différents, mais sur des thématiques ponctuelles, comme évoquait Patrick, justement sur les EDP, sur les cyclistes. Effectivement, on va accentuer, parce qu'on sait qu'on est sur une période où, on l'a vu sur les statistiques, on a plus de sinistralité sur les sinistres actuellement, en termes de... C'est vraiment... Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'accidents avec les cyclistes, dans ce que vous constatez, sur les flottes, on parle bien des flottes, les trottinettes, est-ce que là il y a... Alors, les données ne sont pas purement flotte automobile. On est vraiment sur les données générales. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir cette finesse. Oui, on constate, donc on est sur les chiffres de l'ONSIR, comme je disais tout à l'heure. On est effectivement vraiment sur une augmentation de... Mais c'est quoi comme type d'accident? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu arriver c'est quoi? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un accident type ou pas? Non, j'ai pas... alors, heureusement, on n'est pas non plus sur des dizaines de milliers de morts là. Donc on est sur... Je crois que sur les 3 derniers mois, on doit être sur 732 décès sur les routes, y compris donc ces EDP, les piétons, les cyclistes. Donc on est quand même sur un nombre assez restreint de décès pour évoquer une cause principale. Je pense au vélo. Est-ce que, par exemple, dans les entreprises, que beaucoup maintenant de plus en plus sont incités à venir à vélo, est-ce que le casque n'est pas obligatoire, en tout cas en ville, pour les adultes? Est-ce que ça, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être mis en place? Ça peut être une piste de réflexion ou... Alors, on peut avoir, que ce soit de la part de clients, ou ça peut venir des clients aussi, et ça peut venir de l'entreprise, du développement de modes de circulation alternatifs comme des vélos ou autres. Par contre, le rôle de l'entreprise, c'est toujours de rappeler la sécurité des personnes, donc de leur demander d'équiper les personnes avec des casques ou des gilets, ou d'être en conformité avec la réglementation, parce que vous savez, par exemple, les trottinettes, je crois qu'il va avoir l'obligation de mettre des feux, des freins ou un signal sonore. Donc l'entreprise, son objectif, c'est toujours la sécurité des collaborateurs. Donc c'est de communiquer en rappelant les dangers de la route, que ce soit avec un 2 roues, que ce soit avec un véhicule. Et en parallèle, il faut aussi qu'on intègre justement cette évolution, ces comportements au sein des entreprises. Donc je pense, nous, dans le métier de courtier, c'est de faire évoluer aussi les aspects contractuels, c'est-à-dire les intégrer dans les contrats pour que ce soit pris en compte par les assureurs. Donc lorsqu'on est par exemple sur une police mission qui vient se substituer à votre contrat personnel lorsque vous utilisez votre véhicule pour l'entreprise, eh bien maintenant il faut qu'on intègre aussi les fameuses EDP, parce que vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, il va peut-être prendre sa trottinette pour aller à la poste pour déposer le courrier. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas dans les contrats d'assurance aujourd'hui. Donc il faut qu'on les intègre. Et c'est plus une logique de se substituer au contrat personnel du collaborateur pour lui éviter une clause de bonus-malus. C'est pour venir prendre en charge un risque pour l'entreprise qui pourrait être sa faute de l'employeur, de l'avoir amené à faire cette mission dans des conditions dans lesquelles il y a eu un sinistre. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la trottinette, le vélo, où la voiture reste encore très, 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 très majoritairement et de façon écrasante, si je puis dire, utilisée. Oui, tout dépend des métiers, de l'activité de l'entreprise. Alors évidemment, pour nos techniciens, nous, la voiture reste nécessaire, ne serait-ce que pour amener du matériel. Donc c'est beaucoup plus difficile avec un vélo ou autre. Peut-être pour les administratifs, et surtout dans les grandes villes, je penserais plutôt dans les grandes villes. Oui, il faut aller vite avec les embouteillages. Voilà, il y a peut-être des 2 roues ou des vélos ou des modes de trottinette qui peuvent se développer, mais ça reste quand même marginal. Est-ce que le véhicule électrique, véhicule hybride, est-ce que vous avez moins de sinistralité avec ces véhicules ou c'est exactement la même chose? Je n'ai pas de données particulières sur la sinistralité des véhicules électriques. Il faudrait effectivement piloter. Mais je peux pas. Il y a eu beaucoup de craintes, en tout cas, au niveau des assureurs, au tout début, alors qui étaient doubles. Qui était la première, c'est-à-dire les batteries, risque d'incendie.
première chose. Et le deuxième risque, c'était, imaginez à ce moment-là, c'était de se dire, on a des véhicules qui ne font plus de bruit. Et en fait, lorsqu'on traverse, on ne pense pas forcément qu'à regarder. Hein. Il y a aussi l'environnement sonore, et on n'aura plus cet éveil ou cette alerte pour les passagers. Finalement, et pour avoir un moment dans notre vie m'être occupé de tout ce qui était Autolib, on n'avait pas plus de sinistralité liée aux véhicules électriques. Donc déjà, c'était pas plus, parce que la crainte, c'était d'en avoir plus. C'était pas, est-ce qu'on constatait qu'il y en avait moins. Et après, pour l'exemple que je donnais, on était sur de la location, donc c'est un petit peu différent, mais le véhicule électrique en soi, je ne sais pas si ça va générer plus ou moins d'accidents. Oui, après, j'ai constaté qu'il y a des membres de la marée qui ont développé des flottes de véhicules électriques. Hein. Ils ont eu en fait la bonne idée de former les personnes, parce que en fait, utiliser un véhicule électrique, c'est pas forcément la même chose qu'un véhicule carburant classique. Donc, la formation, la prévention, avec des préventeurs qui vous apprennent les bonnes pratiques, c'est toujours intéressant. Ouais. Et peut-être plus important sur les véhicules électriques, on fait peut-être plus attention. Raphaël Kerlaron, quelle était la photographie de la sinistralité avant le Covid? Parce que c'était quoi les principaux sinistres? Alors si on reprend si on veut avoir une vision un peu de long terme, hein, si on reprend depuis 2010, si on était sur une base 100 pour les sinistres RC matériels, on est aujourd'hui sur 88. On est depuis 3-4 ans assez étal, donc on a une baisse quand même de 12 points sur la période en RC matériel. En RC corporel, toujours si on passe sur une base 100 en 2010, on avait bien baissé jusqu'en 2013 avec une base à 92. Et aujourd'hui, on est plutôt à 96, hors impact Covid qu'on vient d'évoquer, qui fera que les chiffres de 2020 seront un petit peu tronqués. Mais donc, on avait une remontée quand même des corporels depuis 2013. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, sur 2013, ça avait été une année particulièrement bonne au niveau des intempéries. C'était aussi une année où il y a eu un certain nombre de mesures qui avaient été prises, donc aussi avec une pression accrue. Et puis, à un moment, il y a aussi une partie incompressible sur les corporels. On était vraiment sur un point bas avec tout qui était aligné sur cette année-là. Mais en tout cas, une baisse déjà sur une dizaine d'années de 4 points. Vous partagez ce point de vue. Quel est pour vous, dans ce que vous constatez, les principales sinistralités Alors, le corporel, heureusement, reste très minoritaire dans la statistique. Là, ce qu'on voit, c'est où il faut travailler, c'est surtout les accidents responsables avec tiers. Parce que pour une entreprise, un accident responsable avec tiers, c'est doublement pénalisant. C'est d'une part, si pour les grandes flottes, elle n'est pas en tout risque, les dommages à son véhicule lorsqu'elle est responsable, c'est pour sa pomme. Et les dommages en fait envers le tiers, c'est l'assureur qui supporte ça. Donc il faut vraiment travailler pour les grandes flottes. Je parle pour les grandes flottes qui ne sont pas en tout risque. Il faut travailler sur les accidents responsables avec tiers. Et ça, c'est le comportement. C'est-à-dire, par exemple, là, on a réinsisté avec le déconfinement pour demander aux personnes de faire attention et de respecter les distances sécurité. Quand on est en confinement, qu'il n'y a personne sur la route et qu'on reprend sur une période de déconfinement, il y a un trafic plus dense, il faut s'habituer aux distances sécurité. Et on a parlé beaucoup de distances sociales, c'est avec le Covid. Pour l'auto, c'est la même chose. Ouais. Les distances sécurité, au moins 2 secondes minimum par rapport au véhicule devant, ça évite des accidents où je heurte à l'arrière le véhicule qui me précède. Il y a beaucoup de chocs avec distances sécurité qui ne sont pas respectées. D'ailleurs, peu contrôlées, il faut le dire, parce qu'on contrôle plutôt la vitesse, mais distance sécurité, c'est une infraction, mais elle est peu contrôlée. Il y a beaucoup de sinistralité avec ces distances de sécurité. Oui, alors pour les sinistres responsables, mais également pour les sinistres non responsables. Quand on se tapait à l'arrière, on est sur ce sinistre. Alors il faut le rappeler, celui qui est responsable, c'est celui qui est derrière. On doit être maître de sa vitesse. Tout à fait. Ça, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, il y a, selon ton émettre, la distance qu'on laisse par rapport aux autres. Après, dans le comportement que l'on a, effectivement, on peut laisser plus ou moins de distance aussi par rapport à l'arrière, mais il y a toujours le comportement de l'autre automobiliste. Et c'est vrai que ça fait partie des 2 premières causes de sinistres matériels, les distances de sécurité.
Alors, tout ce qui est nouvelle technologie, on pense Pay as you drive. Donc, alors, certains disent un mouchard, d'autres un témoin. Enfin bon, appelons la boîte comme on veut. Mais en tout cas, cette façon d'être ausculté, sa façon de conduire, qui peut entraîner une diminution de ses cotisations. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Est-ce que ça se développe? On en est où aujourd'hui en France par rapport à ça? Alors, je prends la parole là-dessus. On est en retard par rapport à certains marchés. Anglo-saxons notamment. Anglo-saxons, mais italiens aussi, où on avait des primes qui sont très élevées, et donc du coup, une population qui était plus motivée aussi pour prendre, je parle autant entreprise que particulier, hein, pour prendre cette télématique, l'intégrer dans sa politique de prévention et d'assurance, parce que ça faisait Unipol, qui est le premier assureur à avoir des contrats justement basés sur la télématique, tout de suite baisser mécaniquement de 20% la prime. Sur le marché français, les baisses sont moindres parce qu'on est sur des primes qui sont beaucoup plus basses qu'au UK, qu'en Italie. En revanche, on a toujours l'impression de payer trop cher, donc finalement on n'est pas si cher. Mais en fait, c'est qu'un point, ce coût, parce qu'il y avait derrière aussi des coûts auparavant qui étaient par exemple sur la pose du système et la dépose. Lorsqu'on est dans une entreprise, qu'on a des véhicules en location, généralement sur des contrats de 36 mois, ça veut dire que, en disant que c'est à peu près linéaire, vous avez à chaque fois un tiers de la flotte sur lesquels il faut reposer les boîtiers, les remettre avec un coût. Maintenant, des nouvelles technologies sont arrivées qui ne nécessitent plus cette pause. Vous pouvez avoir des beacons, une balise en fait, qui émet avec le téléphone, et vous posez dans la boîte à gants, dans la glissière de la porte, et c'est tout de suite opérationnel. Donc, on n'a plus les mêmes freins. Donc, il y a une évolution qui est importante depuis, je dirais, à peu près 18 mois sur la technologie, qui fait que c'est plus facile aussi à installer. C'est quelque chose qui est intégré dans les flottes ou qui va s'intégrer ou... Alors, la télématique embarquée, effectivement, comme disait Raphaël, c'est pas très développé. En tout cas, en France, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, comme les pays anglo-saxons. Mais je pense qu'il y a différentes tendances qui font que ça va peut-être se développer. C'est d'une part la baisse du coût et la technologie qui va évoluer, mais d'autre part, la période qu'on a vécue, les entreprises vont peut-être aussi essayer de rechercher des économies. Et quand on disait en fait l'assurance, c'est 10% du TCO, du coût d'utilisation du véhicule, mais le comportement du conducteur, c'est 40 à 50% du coût du TCO. Et ça veut dire que si on a, avec la télématique embarquée, on va pouvoir en fait identifier les personnes peut-être qui conduisent de manière comportement pas très vertueux et qui consomment plus ou qui ont plus d'accidents, la télématique embarquée va permettre de réduire ces coûts, d'améliorer le comportement des personnes, et ça peut être un levier pour réduire le coût d'utilisation du véhicule, réduire le carburant, parce qu'on parle aussi, faut parler aussi de RSE, de politique RSE, ça va se développer aussi tout ça. Et je pense que c'est en plein développement. C'est en plein développement, et ça c'est un outil qui permet vraiment d'avoir une vision très claire pour l'entreprise et de réduire le coût de sa flotte en dehors des véhicules autopartagés, en dehors des véhicules électriques ou tout ce qu'on a évoqué. Alors pendant la période du Covid, il y a une mesure qui est passée sur le téléphone. Beaucoup plus de sévérité pour le téléphone au volant. On peut se voir retirer le permis si on commet une autre infraction en même temps, par exemple un excès de vitesse ou on ne porte pas la ceinture. Est-ce que ça veut dire que dans les entreprises ou dans les flottes, ça va changer? Alors, il y a beaucoup qui demandent à leurs salariés de ne pas utiliser de téléphone, mais quand même, ça représente quand même beaucoup d'accidents, et de plus en plus. Est-ce que là, vous pensez que ça va changer les mentalités, que les gens vont faire beaucoup plus attention par rapport au téléphone au volant? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors, il y avait déjà une tendance qui s'inscrivait, parce que lorsqu'on regarde les chiffres de la prévention routière, l'un des seuls postes qui augmentait vraiment, c'était justement les sinistres liés à l'utilisation du téléphone, avec malheureusement aussi l'usage des stupéfiants, mais heureusement moins généralisé que l'usage du téléphone. Et du coup, il y a vraiment quand même beaucoup de communications qui sont faites au sein des entreprises. Et même avant cette mesure, on avait déjà quand même des entreprises qui changeaient leurs pratiques, qui pouvaient dire que le manager n'avait pas le droit d'appeler le conducteur lorsqu'il le savait sur la route. Aussi le recours à finalement plus d'équipements Bluetooth dans les véhicules. Donc c'est quelque chose qui est pris. Alors effectivement, avec ces sanctions,
est certain que ça va accélérer le mouvement, parce que là, les enjeux sont importants. On parle quand même du retrait du permis aussi du conducteur, qui pour beaucoup peuvent l'empêcher de travailler. Donc oui, pour moi, ce sera un accélérateur. Voilà, ça passe, encore une fois, la prévention par de la communication. On a fait une fiche de bonnes pratiques et dans l'intranet sur les bonnes pratiques dans la période de déconfinement. Eh bien, c'est pareil, quand la réglementation change, eh bien, il faut communiquer en entreprise pour rappeler aux gens, voilà, il y a quelque chose qui a changé, donc vous pouvez perdre votre permis en utilisant le téléphone. Donc on vous rappelle que c'est interdit, qu'il y a un guide du conducteur que vous avez signé qui fait que vous ne devez pas utiliser le véhicule au volant. Et donc il faut rappeler ces bonnes pratiques et il faut rappeler ces informations en entreprise. Oui, puis alors le téléphone au volant, c'est pas que le coup de fil, hein, c'est aussi l'envoi de SMS. Certains regardent aussi même Internet, ça se développe. Alors, est-ce qu'en entreprise, on est aujourd'hui plus vertueux que quand on est au volant, monsieur et madame tout le monde, ou il y a une différence, on fait plus attention quand c'est la voiture de fonction ou pas? Est-ce que ça, vous pouvez le savoir ou... Déjà, il y a les car policy, avec justement l'usage du véhicule qui est réglementé, hein, lorsque le véhicule est remis, notamment pour des véhicules de fonction, aux collaborateurs. L'entreprise fait passer des messages très importants à ce moment-là, hein, sur l'usage qui doit être fait, sur la prévention. Après, parce qu'il y a la responsabilité de l'employeur, hein, aussi qui est engagée à un moment, s'il n'y a pas de mesures de prévention qui sont prises. Il y a aussi le fait que finalement on est responsable aussi vis-à-vis de ses collègues, de l'image que l'on donne de soi. Il y a quand même aussi les désignations maintenant aussi des conducteurs. Hein. On l'oublie, mais ça a aussi beaucoup changé parce qu'avant on pouvait être dans certaines entreprises un peu dans une sorte de cocon protecteur, flou artistique, où on ne réglait que les amendes, mais on ne perdait pas les points. Donc tout ce cumul-là fait aussi que la responsabilité de l'entreprise est à la responsabilisation des conducteurs. Donc clairement, je pense qu'effectivement, il y a plus de mesures que pour un particulier qui ne serait pas dans l'entreprise. Alors il faut aussi rappeler que dans une entreprise, à travers le véhicule, on représente l'image de l'entreprise. On a un logo, on représente l'image. Donc c'est nécessaire de rappeler au conducteur qui représente l'image de l'entreprise, donc qui doit avoir un comportement vertueux, respecter les distances de sécurité, bien se garer, ne pas utiliser le téléphone en conduisant pour éviter les accidents. Tout ça, ça fait partie de l'image de marque de l'entreprise. Je pense qu'on peut passer aux questions Internet maintenant avec Brice Giraud. Bonjour à tous. Un internaute nous rappelle que l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a enregistré pendant le confinement une chute du trafic de près de 77% et une baisse du nombre de tués de, entre guillemets, seulement 55%, ce qui lui fait dire clairement que la conduite a donc été plus meurtrière pendant le confinement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est ce qu'on a évoqué. Alors, on est sur les mêmes chiffres, sauf que j'avais pris les mois de mars, avril et mai dans leur globalité et pas sur la période du confinement. Oui, en proportion, on a eu une baisse plus significative du nombre de sinistres matériels que du nombre de sinistres corporels. Et malheureusement, on a encore eu moins d'impact sur le nombre de tués. Et c'est ce qu'on évoquait avec justement beaucoup d'excès de grande vitesse, supérieurs à 50 km/h, qui ont été observés, avec, suivant les semaines, de 12 à 16% Quand on dit grande excès, c'est au-delà de 50 km/h. Oui, au-delà de 50 km/h. Par rapport à la limite. Mais c'est qu'un exemple. Hein. On a pu voir aussi plus de sinistres avec des non-respects de stop, par exemple. C'est ce que j'ai pu constater sur un certain nombre de dossiers. Oui. La route étant moins dense, plus libre, on ne pense pas, et puis il y a une moto qui arrive très vite, pas forcément. Et comment se sont faits les constats d'ailleurs? Parce que si on heurtait une autre voiture, avec les distances, comment ça s'est fait par téléphone? Comment on a rempli le constat? On n'a pas rempli le constat? Alors on est resté sur des constats traditionnels, on n'a pas eu d'augmentation du e-constat, du recours au e-constat, on n'a pas eu ce type de constat. On est où d'ailleurs le e-constat? Parce que c'était une bonne idée, mais ça a eu du mal à... Ça a toujours du mal. Toujours dans les mêmes proportions, donc epsilonesques. Après, il y a plusieurs choses. C'est 1%, 2% d'utilisation? Oui, c'est inférieur à 2%. Je crois qu'on était sur... je ne vais pas dire de bêtises, mais non, je vous dirais une bêtise sur le chiffre, mais c'était vraiment c'est très petit. Très faible. Et en fait, c'est aussi une question de confiance.
Les gens sont toujours attachés quand même à la partie matérielle. Donc avoir un constat papier comparé à... Ça reste très important. Oui, ça. Question différente, y a-t-il une taille de flotte minimale pour installer une télématique embarquée ? Ça, c'est une bonne question. Non, je ne parlerai pas de... Alors après, ça dépend de l'usage, du type d'entreprise. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, on en a encore plus besoin parce qu'on va allier la télématique embarquée et la prévention, mais également la géolocalisation. Et donc, on peut très bien se dire qu'avec 15 véhicules, si on a une flotte de coursiers, ça a tout son intérêt. Ça va dépendre aussi de la sinistralité de la flotte. Donc ça dépend des usages parce que c'est pas que l'accidentologie qui va être managée par la télématique embarquée, hein. C'est plus vaste. Mais sinon, autrement, non, il n'y a pas vraiment d'effet de seuil. Surtout, en plus, ce que j'évoquais avec les nouvelles technologies, on n'a vraiment plus du tout d'effet de seuil, hein. C'est-à-dire que c'est pas onéreux du tout, c'est entre 8 et 10 euros par mois. On n'est plus sur les chiffres qu'on a pu connaître par le passé. Alors on l'a évoqué, hein, l'incidence du télétravail sur la réduction des trajets de domicile-travail, mais bon, on n'a pas encore assez de recul, mais pensez-vous tout de même qu'il y aura à terme un impact sur la sinistralité réelle si le télétravail se développe ? Patrick Lacroix. Il faudra peut-être, je pense, comme disait Raphaël, attendre un peu comment évoluent les choses et la sinistralité dans les mois qui viennent. On a souvent d'ailleurs des renouvellements qui viennent au 1er janvier, hein, pour la plupart. Encore une fois, tout dépend de la taille des flottes, de l'usage qu'on en fait. Je pense que le télétravail, c'est plus pour des personnes en fait, qui sont administratifs. Et donc, il y a des flottes où, pour certaines flottes, ça représente une très faible partie, donc il n'y a pas beaucoup d'impact. C'est peut-être trop tôt encore pour en tirer des conclusions. Mais effectivement, si on a une population plus en télétravail, il y aura moins de kilomètres, il y aura moins de déplacements et il y aura un effet positif sur la sinistralité. Et puis sur les déplacements domicile-travail, en fait, ça va dépendre vraiment des leçons que les entreprises vont tirer finalement de cette période. Et est-ce que le télétravail va être généralisé ? Est-ce qu'il va perdurer ? À quel niveau également il va perdurer ? Est-ce qu'on va être... parce que là, pour l'instant, c'est quasiment 5 jours par semaine pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que finalement, ça va être du 2 jours, 1 jour ? Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un impact. C'est difficile à mesurer aujourd'hui. Je me permettre une question qui va sembler naïve, mais bon, je suis en télétravail, je sors parce que je dois amener récupérer mes enfants à l'école, mais je suis quand même dans le cadre du travail, voilà, parce que on travaille à distance, donc il n'y a pas forcément d'horaire précis. Comment ça se passe si j'ai un sinistre ? C'est l'entreprise qui est responsable, c'est moi. Comment ça... Alors un sinistre avec véhicule personnel, véhicule de fonction. Véhicule de fonction. Avec un véhicule de fonction, en fait, il n'y a pas de limitation à l'usage. Il peut y avoir une limitation par le règlement intérieur que l'entreprise a mis en place. Donc elle peut très bien instaurer le fait que le véhicule ne puisse être conduit que par le salarié lui-même, par le collaborateur, et pas par l'époux ou l'épouse du collaborateur. Et donc du coup, là, ça peut être des franchises, d'autres choses qui peuvent s'appliquer au sein de l'entreprise. Mais il n'y a pas de limitation au niveau du contrat. Justement, c'est ce qu'on négocie de façon à ce que l'entreprise ne pâtisse pas d'usages qu'elle ne maîtriserait pas de la part de ses collaborateurs. Parce que le télétravail est comme assez large, c'est-à-dire qu'on est sur une journée, il n'y a pas d'horaire comme au bureau. Voilà, donc ça peut poser des questions. Tout comme on couvre les entreprises si jamais leur salarié a pris des stupéfiants, a pris également de l'alcool. C'est des comportements qui seraient bannis, qui seraient sanctionnés à titre de particulier, mais dans le cadre de l'entreprise, on considère qu'on ne peut pas tout maîtriser et donc on assure. Donc même si effectivement on est peut-être en dehors des heures de travail, qu'on est peut-être sur un autre usage, ce sera couvert. Après, effectivement, l'entreprise a pu réglementer l'usage du véhicule. Là, ça viendrait en contradiction avec l'usage qui était autorisé. Mais c'est des questions qui vont de plus en plus se poser. Mais d'un point de vue assurantiel, c'est pas un sujet. Alors une question dont vous n'avez peut-être pas la réponse, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà une vision sur la sinistralité, enfin l'impact du Covid et du déconfinement sur la sinistralité à l'étranger ? Est-ce que vous avez des éléments ?
Non, là, aucun chiffre. Peut-être par rapport au Covid, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a un surcoût pour les assureurs. Donc on parlait tout à l'heure d'une amélioration de la sinistralité. Il y a aujourd'hui un surcoût parce que les professionnels de l'automobile ont des coûts additionnels lorsqu'ils font les réparations des véhicules. Et donc la plupart de la profession a joué le jeu en acceptant de payer un forfait Covid, c'est-à-dire pour chaque sinistre, une somme supplémentaire au garage, donc qui peut être de 30, 40 euros, ça dépend des compagnies, en supplément parce qu'ils estiment qu'il y a de la déperdition, moins de productivité pour la réparation, du fait des précautions d'usage qu'il faut prendre, du nettoyage du véhicule au moment de la restitution, et au moment où ils le prennent aussi du conducteur. Et donc du coup, voilà, c'est un petit surcoût, mais... Et qui existe. Exactement. Question assez précise. A-t-on des chiffres de ROI entre l'investissement en euros dans une télématique embarquée et les bénéfices et économies retirés sur les frais, les conséquences de la sinistralité par exemple? Exemple, 100 euros d'investi génère 200 euros d'économie sur une année. C'est une question qui titille comme la télématique embarquée. Est-ce qu'on peut répondre alors? Je ne vais pas faire une réponse de Normand, c'est pas. Mais en fait, ça dépend. Car c'est plutôt breton. Exactement. non, mais ça dépend d'où on part en fait. Est-ce que le poste de carburant représente 3-4 fois la norme que l'on connaît, parce que c'est spécifique à un secteur d'activité? Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Donc en fait, avant de se lancer, effectivement, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en considération et se dire, sur le carburant, ce qu'on constate globalement, on est plutôt sur 20 à 30% d'économie sur le poste de carburant. Mais ça peut être nettement moins, suivant l'usage qui est fait des véhicules, ou beaucoup plus. Ce n'est pas la même chose que d'être sur une flotte où on va avoir beaucoup finalement de véhicules de fonction qui servent à faire des trajets du domicile au lieu de travail et qui vont rouler 15 000 km par an, que d'avoir, je sais pas, par exemple, une profession de visiteurs médicaux qui vont faire 50 000 km par an. Et donc, du coup, avec le carburant, l'entretien du véhicule. Donc, voilà, pour chaque dossier, il faut que ce soit mesuré avec l'intégralité de ces paramètres qui doivent remonter aussi des fonctions achats. C'est un projet qui ne concerne pas que l'assurance. Oui, je rajouterais simplement, évidemment, ça dépend d'où on part. De chaque entreprise à des profils différents. Donc la télématique embarquée peut générer 5, 10, 15 ou 20% de ROI. Mais je dirais qu'elle sera encore plus performante si c'est accompagné de challenges. Mettre en place des challenges, c'est-à-dire que l'outil en lui-même, la télématique embarquée, c'est pas ça qui va être miraculeux. C'est l'accompagnement de l'entreprise, le suivi et des challenges en interne pour motiver les personnes à mieux conduire et à moins consommer. Là, on le voit directement parce que les résultats sont visibles. Mais challenger, mettre en place des challenges, ça motive les personnes. Parce que si vous installez un outil, vous avez un effet très rapidement. Puis à terme, les gens oublient. Donc accompagner la télématique, l'outil en lui-même ne fait rien, mais accompagner la télématique avec des challenges pour motiver les personnes, vous aurez un meilleur retour sur investissement. Ça peut être quoi? Ça peut être la personne qui aura le moins consommé pendant le mois, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire des challenges par équipe ou individuels et par rapport à sa propre référence de carburant, parce que les véhicules peuvent être différents, par rapport à sa propre référence de carburant qu'il a eu dans le passé, celui qui a le mieux progressé ou celui qui a moins consommé, vous allez récompenser, puis vous allez continuer ça mois par mois pour que tout le monde soit motivé. Et en plus, le challenge collectif fait oublier aussi un moment qu'on a maintenant, pour encore certains qui considèrent que c'est un mouchard et que ça ne va pas les aider, parce qu'on suit une population et pas l'individu. Donc ça montre qu'on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour avoir un objectif commun. C'est toujours volontaire. Une entreprise peut l'imposer ou pas à ses salariés? Alors, est-ce que l'entreprise peut l'imposer Déjà, il faut aussi parler avec les représentants du personnel. Il faut que ce soit un accord. Il faut que ça soit un accord. Il faut que ça soit un accord. Et une fois après qu'il y a eu un accord, on peut mettre en place la télématique embarquée avec ou sans géolocalisation. Et avec des informations précises et en respectant la RGPD, etc. Donc, dans un cadre légal. Et on peut déconnecter le mode vie privée de la vie professionnelle.
qu'on a le temps pour une toute dernière question. Très Oui, rapidement. Question très précise, le surcoût Covid lors des restitutions véhicules, environ 30 à 40 euros, est reporté sur qui? Ça, c'est une bonne question. C'est les assureurs qui l'assument. D'accord, donc ça c'est net et précis. C'est pas dans la franchise, c'est vraiment les assureurs. Pour conclure, il nous reste 1 minute. Vous diriez quoi? Vous diriez qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé va perdurer ou ça a changé? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce qu'on a vécu d'aussi exceptionnel en termes d'assurance? C'est difficile. En 1 minute, évidemment. Oui, c'est difficile en 1 minute. Non, je pense qu'il y aura des leçons qui vont en être tirées. Je pense qu'il y a des tendances qui vont être accélérées, ce qu'on disait sur des nouveaux modes de déplacement, sur du télétravail. Donc on est un peu avide de ces informations, de voir ce que ça va donner dans 6 mois et comment les comportements des conducteurs, des collaborateurs vont changer, sur l'entreprise aussi. Et puis voir ce que ça donnera en termes de résultats. Non pas sur du très court terme de 2 mois de confinement, sur une année, mais sur comment ces changements de comportement agissent sur la sinistralité. Moi, je dirais, je compléterais, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Raphaël, et je dirais qu'aujourd'hui, on a connu une crise sanitaire et que la prévention est plus que nécessaire. Il faut poursuivre des actions de prévention pour réduire la sinistralité et pour maîtriser son budget assurance. Comme quoi, c'est jamais acquis d'avance. On a vu que une augmentation de la vitesse peut arriver On avait l'impression que c'était en phase descendante et finalement, il a suffi d'un événement pour que ça reparte. Donc, c'est beaucoup de vigilance. C'est ça, c'est le message que vous voulez faire passer. Tout à fait, ouais. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents sur ce Christophe. débat. Les journées européennes et digitales de la mobilité se poursuivent. Et puis, je vous rappelle notre rendez-vous à 18h avec Francky Zapata et ses voitures volantes que vous allez peut-être assurer un jour. Qui sait, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.